Eh bien, bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie, connu pour ses nombreux ouvrages. Serge Tisseron, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vos nombreux travaux ont porté sur des thématiques très diverses et celle qui nous retient et qui nous attire ce soir, qui nous réunit ce soir, ce sont ces balises 3-6-9-12 que vous avez conçues en 2008 pour aider les parents à savoir de quelle façon et à quel moment introduire les écrans dans la vie de l'enfant et sur lesquels nous allons avoir l'occasion de revenir au cours de nos échanges. Le 6 novembre 2013, signalons-le, vous avez d'ailleurs reçu à Washington, des mains du président du FOSI Family Online Safety Institute, l'Award 2013, la plus haute distinction de cet organisme pour votre campagne des balises 36912. Alors, Serge Tisseron, les questions que nous avons envie de vous poser autour justement des repères 36912 plus désormais tournent autour des moyens que nous avons pour identifier les risques pour les enfants à user des écrans. Les usages des écrans sont-ils aussi nocifs qu'il n'y paraît? Y a-t-il des points de vigilance à avoir en tant que parents face à l'utilisation et l'exposition des écrans de nos enfants et de nous-mêmes en tant qu'adultes? Et puis tous les écrans se valent-ils? Bref, pour reprendre le titre de votre intervention, est-il finalement possible d'apprivoiser les écrans? Alors avant de vous passer la parole, je rappelle les quelques règles de bon usage qui sont de bien laisser couper les micros et les caméras, avec bien entendu le chat qui reste ouvert pour poser les questions à notre invité. Alors, Serge Tisseron, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, oui, on va bien sûr parler des façons d'introduire les enfants aux écrans, de la limitation de la consommation, les fameuses balises 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Je vous remercie d'ailleurs au passage d'avoir noté qu'elle s'appelle maintenant 3, 6, 9, 12 plus, parce que certaines personnes pensaient que nous nous arrêtions à 12 ans. Non, 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 nous ne nous arrêtons pas à 12 ans. Nous continuons et nous donnons même des conseils pour les adultes sur notre site 36912plus.org. Voilà, donc tout d'abord pour comprendre comment introduire les enfants aux écrans, comment limiter les écrans, il faut comprendre que nos enfants ne sont plus du tout comme nous l'étions nous-mêmes, hein. C'est les premiers repères qu'il faut poser. Vous avez sans doute tous entendu parler des fameux millénials. Voilà, il paraît qu'on prononce comme ça. C'est les enfants qui sont nés entre 1980 et 1995. C'est des enfants qui ont grandi avec les jeux vidéo et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs maintenant, sont devenus parents. Et leur utilisation des jeux vidéo, d'Internet, a amené chez eux déjà beaucoup de transformations. D'abord, une transformation du point de vue de la relation au collectif, hein, puisque vous connaissez tous au moins de nom Wikipédia, voilà, construction collaborative des savoirs. Je sais bien qu'on est loin du système scolaire qui continue à encourager le travail personnel de chaque élève. Enfin, dans les entreprises, dans les laboratoires de recherche, le collaboratif est au centre et il faudra bien que l'institution scolaire un jour en prenne conscience. Ces enfants, les fameux millénials, maintenant adultes, ont grandi aussi avec des formes d'apprentissage différentes, hein. Ils ont appris à faire fonctionner ce qu'on appelle l'hyperattention, hein, non pas l'attention lente telle qu'on l'applique dans une activité de bricolage qu'on a pendant des heures ou une activité de lecture qu'on a pendant des heures, mais des formes d'attention très concentrées, très éphémères, telles qu'elles fonctionnent dans les jeux vidéo. Et plus les enfants jouent à des jeux vidéo précocement, plus ils développent ces formes d'attention. Et puis les enfants aussi ont appris à gérer des identités différentes. On parle beaucoup aujourd'hui de questions identitaires autour du genre notamment, mais il faut comprendre que depuis les années 1990, les enfants incarnent dans des jeux vidéo en réseau des personnages qui peuvent être masculins ou féminins, quel que soit leur propre sexe, mais aussi des nains, des elfes, des monstres, voilà, des orques, voilà. Donc, toute une labilité identitaire aussi, hein, qui est très importante aujourd'hui chez les enfants et à laquelle les générations précédentes n'étaient pas préparées. Et puis, dernière chose, eh bien, on le voit beaucoup aujourd'hui, les liens de sociabilité ne se construisent plus par la proximité physique, mais par des centres d'intérêt partagés. Et c'est comme ça qu'on peut préférer dans sa famille, être sur son smartphone qu'à l'écoute de ses frères, des sœurs ou de ses parents. Pourquoi?
parce que les frères, les sœurs et les parents ne partagent pas forcément nos centres d'intérêt. Moi, c'est le premier message que je donnerai aux parents. Si vous voulez garder le contact avec vos enfants et si vous n'avez pas la chance que vos enfants partagent vos propres centres d'intérêt, vos goûts cinématographiques, vos goûts pour les promenades en montagne ou dans la forêt, vos goûts pour certaines musiques, eh bien, la seule manière que vous avez aujourd'hui de garder le contact avec vos enfants, c'est de vous intéresser à leur centre d'intérêt. Donc tout ça m'avait amené à l'époque, dans mon livre 36912, paru en 2013 pour la première fois, il y a des versions augmentées maintenant, mais la première publication, tout ça m'avait amené à opposer une culture numérique à la traditionnelle culture du livre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ces deux cultures sont tout à fait complémentaires et c'est important à la fois, bien sûr, de continuer à s'approprier ce qui est le meilleur dans la culture du livre, à savoir la construction narrative, hein, parce qu'on en a tous besoin, et puis également développer autour des activités numériques. Ce qu'il y a de meilleur dans le numérique, c'est la capacité à pouvoir faire face à l'imprévisible, puisque quel que soit ce qu'on fasse dans le numérique, on n'est jamais certain d'arriver là où on l'a prévu. Et puis, ben, ceux qui ont touché un peu les jeux vidéo, ce que je vous conseille de faire quand même, ou même par curiosité, vous verrez qu'on y gagne rarement, on y perd beaucoup, et on y gagne quand on arrive à comprendre qu'à chaque partie, il faut changer de stratégie, parce que c'est ce à quoi nous oblige l'ordinateur. Donc voilà des choses qui avaient marqué l'évolution des millénials, beaucoup d'adultes qui sont parents aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 1995? Eh bien, il y a une nouvelle génération qui est la génération grandie avec un smartphone dans la poche. Et ce qui veut dire que les enfants aujourd'hui, ils ont intégré ce qui a fait les millénials, tout ce que je viens de vous dire en rapport différent à la construction des savoirs, aux apprentissages, à l'identité, à la sociabilité, mais en plus, ils grandissent avec un smartphone dans la poche. Et là, c'est le problème, c'est que les parents ne savent plus quoi faire. Alors, ces enfants qui grandissent avec un smartphone dans la poche, il y a eu beaucoup d'études qui leur sont consacrées, c'est ceux qui sont nés entre 1995 et 2010. Ils ont un rapport complètement différent à la famille, à la sexualité, au genre, à l'origine ethnique, au travail, à la politique, à l'entreprise, à la culture. Tout est différent. Et le problème, c'est que ces jeunes, avec leur téléphone mobile, ils sont aujourd'hui soumis, et avec leur ordinateur quand ils en ont un, parce que beaucoup n'ont qu'un téléphone mobile qu'ils appellent d'ailleurs un portable. Quand, il y a 20 ans, on a désigné le mot portable pour l'ordinateur portable et mobile pour le téléphone mobile. Aujourd'hui, les ados disent un téléphone portable, ils disent leur portable, parce que souvent, ils n'ont pas d'ordinateur. Ou ils ne s'en servent pas beaucoup. Ils font beaucoup de choses avec leur portable, leur smartphone. Voilà. Et donc le problème, c'est que ces jeunes n'ont pas seulement un nouvel outil dans la poche, mais ils sont également soumis à des contraintes nouvelles parce que avec le développement du numérique, eh bien, les plateformes d'accès se sont énormément ont investi beaucoup d'argent de manière à retenir toujours plus l'attention des jeunes. Ça, c'est très important. Dès qu'on ouvre un smartphone, dès qu'on va sur Internet, on est soumis à notre insu à la puissance des algorithmes qui veulent nous faire rester plus longtemps, capturer plus de nos données, nous faire acheter plus de choses. Et vous avez tous entendu parler d'économie de l'attention, hein, qui sont les stratégies pour nous retenir. Mais il y a même une science nouvelle qui s'appelle la captologie, qui est destinée justement à utiliser nos biais cognitifs pour nous faire rester plus longtemps, pas seulement attirer notre attention, mais exploiter nos biais cognitifs. Et on parle même de science de la persuasion, nouvelle discipline destinée à nous mener par le bout du nez sur Internet, à nous faire des choses que si on nous avait proposé de les faire, on ne les aurait jamais faites, mais on les fait quand même parce que la manipulation sur Internet a atteint un degré extraordinaire. Donc tout ça, évidemment, est très problématique et vous comprenez pourquoi tant de gens aujourd'hui plaident pour une éducation aux médias. Alors, on revient à la famille, et ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans la logique qui a prévalu dans les années 2000. Dans les années 2000, vous vous souvenez sans doute, il était beaucoup question d'études qui montraient que les enfants qui regardent la télévision étant petits se développaient mal, et donc du coup, la télévision était présentée comme l'ennemi de la croissance de l'enfant. C'est ce qu'on avait appelé la théorie de la substitution. Si plus un enfant est présent devant un écran, moins il a de temps pour développer des activités manuelles, des activités sociales. Alors, ça reste vrai, évidemment. Plus un enfant
est devant un écran, moins il développe d'activités manuelles, d'activités sociales. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que ce n'est pas la faute de l'écran. Ce n'est pas la faute de l'écran du tout. C'est parce qu'il n'y a personne pour lui proposer autre chose. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions dans le milieu scientifique pour comprendre quelle est la place réelle des écrans et quelle est la place du désintérêt parental, on va dire comme ça. Et puis, quelle est la place des disparités sociales également? Pourquoi les disparités sociales sont si importantes? Parce que les classes moyennes ou les classes supérieures arrivent toujours à organiser des activités substitutives aux écrans à la fin de certains jours de la semaine. L'enfant qui sort de l'école est invité à rejoindre un club de sport ou de théâtre, de dessin, de musique. Voilà. Mais dans les milieux défavorisés, il n'y a pas d'alternative aux écrans. Donc aujourd'hui, l'accent est beaucoup plus porté sur l'importance de créer des alternatives. Évidemment, ce n'est pas qu'une affaire de parents, c'est une affaire de politique de la ville. Et aujourd'hui, si on veut raisonner, si on veut écarter les enfants d'un usage problématique des écrans, eh ben, il faut demander à nos politiques qu'est-ce que vous avez prévu pour que nos enfants puissent faire autre chose que rester à la maison devant un écran? Est-ce que vous avez prévu des cours de tennis? Est-ce que vous avez prévu des activités pour les adolescents dans les jardins publics? Est-ce que vous avez prévu des clubs de théâtre, de musique gratuits, enfin gratuits paiement comme la cantine, quoi, au prorata des revenus des parents? Est-ce que vous avez prévu tout ça? Aujourd'hui, si vous voulez réduire les dangers des écrans, c'est en termes de politique de la ville qu'il faut poser les questions. Après, évidemment, il y a une responsabilité des parents, mais qui n'est pas seulement dans le fait que certains enfants passent trop de temps devant les écrans. La responsabilité des parents est aussi dans le fait que beaucoup de parents passent trop de temps eux-mêmes devant les écrans. Et il a été montré que, vous voyez, avec ce petit téléphone mobile, si les parents sont beaucoup devant leur téléphone mobile quand ils interagissent avec leur bébé, eh bien, c'est aussi dramatique que si leur bébé était abandonné devant un écran. Et un bébé abandonné devant un écran, eh bien, il va avoir de la difficulté il va pas interagir avec un adulte, donc il ne va pas interagir avec des mimiques humaines, il ne va pas entendre une voix humaine qui s'adresse à lui. Quand on parle à un bébé, on ne parle pas comme je vous parle en ce moment, on parle autrement, on dit « Ah, mon bébé, je vais te faire de la bonne cuisine, tu vas voir, tu vas te régaler à midi. » Voilà, on change un peu sa voix. La télévision, elle ne parle pas au bébé, elle parle à personne. La télé, c'est une voix qui ne parle à personne. Et donc, évidemment, quand un enfant de 1, 2, 3 ans est devant la télé, c'est, si vous me permettez le néologisme, antidéveloppemental. Mais si le jeune enfant, si le bébé a affaire à un parent qui lui dit « Ah, mon enfant, je t'ai fait à manger des bonnes choses à midi », mais qu'en même temps, le parent regarde son smartphone et regarde ses notifications et scrolle les zappe et tout, eh bien, c'est exactement la même chose pour l'enfant. Le parent qui interagit dans ces conditions-là a des mimiques beaucoup plus pauvres, des phrases plus courtes, moins d'émotion dans la voix et tout ça a exactement pour l'enfant les mêmes conséquences que si l'enfant était laissé trop devant un écran, c'est-à-dire un sentiment d'abandon, des troubles du développement. Il a même été montré aux États-Unis un risque beaucoup plus grand d'accidents dans les jardins publics quand l'enfant grandit, parce que les accompagnateurs sont sur leur smartphone. Donc, si on aborde la question des préados-ados, eh bien, là aussi, on s'aperçoit que les écrans tels qu'ils ont été stigmatisés sont moins problématiques en réalité que ce qu'on croyait. Je vous renvoie même à une étude de 2017 de l'UNICEF. Ça s'appelle « La situation des enfants dans le monde, les enfants dans un monde numérique ». Et cette recension de nombreuses études menées en 2007 montre que que les enfants utilisent plutôt bien leur smartphone, leurs outils numériques en général. Le rapport de l'UNICEF parle même d'utilisation boucle d'or. C'est une expression facile à retenir. Tout le monde, ou presque, connaît le petit conte de boucle d'or, la petite fille à boucle d'or, qui est perdue dans une forêt, qui voit une cabane, elle y va. Dans la cabane, il y a
une table avec une grande chaise, une petite chaise, une moyenne chaise, sur la table un grand bol, un moyen bol, un petit bol, et dans la chambre un grand lit, un moyen lit, un petit lit. Et la fillette va chaque fois utiliser la chaise qui correspond à sa taille, le bol qui correspond à sa taille et le lit qui correspond à sa taille. Un usage boucle d'or, comme disent les experts de l'UNICEF dans ce recueil de 2017. Une utilisation boucle d'or, c'est une utilisation adaptée aux capacités. Si vous avez la curiosité de vous y référer, c'est sur Internet en accès libre, vous verrez qu'il est notamment précisé que l'utilisation du téléphone mobile augmente le sentiment d'être en lien avec les camarades, réduit le sentiment d'isolement, favorise les amitiés existantes. Voilà. Le grand problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, les outils numériques font toujours courir le risque d'enfermer les utilisateurs dans des bulles, voilà, ils sont renvoyés en écho les uns aux autres. Et donc, du coup, évidemment, ça nécessite là aussi non pas d'utiliser moins son téléphone mobile, mais de l'utiliser en étant conscient des risques que nous font courir les algorithmes. Voilà. Donc, finalement, comment est-ce qu'on peut, pour aller vite, hein, avant d'envisager des préconisations concrètes, comment est-ce qu'on peut finalement estimer les responsabilités des mésusages? Il y a beaucoup de mauvais usages des outils numériques, mais qui en est responsable finalement? Mais vous allez voir, ce n'est pas les mauvais parents qui laissent leurs enfants devant les écrans, et ce n'est même pas seulement les fournisseurs d'accès qui manipulent les algorithmes pour nous y faire rester plus longtemps. Il y a d'abord les quiproquos d'Internet. C'est quoi les quiproquos d'Internet? C'est que dès qu'on réagit sur Internet, on ne réagit pas comme dans la vraie vie. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont découvert avec les visios pendant le confinement. Quand on interagit par Internet, on a tendance à insister beaucoup plus sur le message qu'on va faire passer, à le répéter. On a peur que l'autre ne comprenne pas, ou on a peur que l'autre ait l'impression qu'on ne le comprend pas. Donc, la communication via Internet est bourrée de choses trappes, elle crée sans arrêt des quiproquos. Je vous donne qu'un exemple, je suis souvent sollicité par des directeurs d'établissement qui me disent, mais Monsieur Tisserand, venez nous éclairer parce que le vendredi, nos élèves se quittent bons camarades et le lundi, quand ils se retrouvent, ils se donnent des coups de poing sur la figure. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? C'est très simple, c'est que du lundi au vendredi, les enfants alternent la communication via les outils numériques bourrés de quiproquos et la communication en présentiel qui leur permet de s'expliquer clairement en tenant compte des mimiques, des intonations, voilà. Et puis le samedi et le dimanche, ils ne se voient pas parce que les parents leur disent ben, faut pas sortir dehors, faut pas traîner, hein, voilà. Et en plus, il y a souvent pas d'espace où ils peuvent se retrouver en présence physique. Donc, hop, tout le week-end, samedi, dimanche, ils interagissent via les outils numériques, bourrés de quiproquos. Et donc, du coup, ben, ils ont l'impression de ne pas être compris, ils en rajoutent ou ils se trompent, enfin, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent est en train de choquer leur interlocuteur, donc ils en rajoutent sans se rendre compte qu'il n'aurait pas fallu en rajouter, et ainsi de suite. Et le lundi matin, ceux qui se sont sentis incompris, malmenés, méprisés, voilà, prennent leur revanche à coups de poing et à coups de pied. Voilà. Donc les quiproquos d'Internet qui nécessiterait que on éduque les enfants au fonctionnement d'Internet et à la difficulté de la communication sur Internet avec des méthodes simples comme d'inviter les enfants à interagir en face à face ou dos à dos. Et on voit bien quand on interagit dos à dos, la communication est beaucoup plus compliquée, porteuse de beaucoup de quiproquos, comme sur Internet. Alors ensuite, les inégalités sociales qui sont très très importantes. Je vous disais, aujourd'hui, les inégalités sociales sont vraiment dans la ligne de mire de la question des écrans. Bon, beaucoup de parents, dans beaucoup de familles, la gestion des écrans, c'est un problème impossible, ça fâche tout le monde. Et s'il y avait des alternatives, il est probable que beaucoup de questions trouveraient un début de solution plus facilement, pas toutes les questions, mais au moins une partie. Un troisième élément qu'on ne prend pas suffisamment en compte quand on envisage les conséquences problématiques sur certains enfants des outils numériques sont leur fragilité psychique. Un enfant qui a été malmené dans son enfance, qui a été humilié par un frère, une sœur, des camarades, un parent, victime de sévices sexuels, dès qu'il va avoir un outil numérique, le risque, c'est qu'il l'utilise pour faire aux autres ce qu'il a subi. Ce n'est pas automatique, c'est quand même assez fréquent. Et donc, du coup, il y a des enfants qui, dès qu'ils ont un smartphone, commencent à en faire un usage problématique.
Autre mode de fragilité psychique, le défaut d'estime de soi. Si vous avez l'impression que vos activités ne sont pas suffisamment récompensées par la vie familiale, voilà, je veux dire par une reconnaissance des parents, pas une récompense matérielle, mais une reconnaissance des parents, reconnaître les efforts que certains enfants font, même les enseignants. Beaucoup d'enseignants se comportent comme des brutes par rapport à des enfants qui présentent des troubles 10, hein, voilà, des dyspraxiques, des dyslexiques. Les enseignants sont mal formés à tout ça. Et du coup, leur attitude, qui n'est pas volontairement maltraitante, devient de fait maltraitante pour certains enfants. Donc, si un enfant se sent maltraité, malmené, etc., avant même d'avoir un smartphone, avant même d'avoir un ordinateur, avant même d'aller sur Internet, dès qu'il va y aller, il risque d'avoir une attitude maltraitante pour d'autres ou de se constituer en victime pour d'autres, ce qui est l'autre facette du problème du harcèlement, ceux qui malmènent et ceux qui se font malmener. Et souvent, d'ailleurs, selon les espaces différents, ce sont les mêmes. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le quatrième problème sur Internet qui mine le travail, enfin qui mine la fréquentation de ces espaces, ce sont les stratégies des fabricants qui visent, il faut le dire, à rendre les utilisateurs dépendants. Alors, évidemment, à partir de là, les responsabilités préventives sont nombreuses, hein, voilà. Les pouvoirs publics, évidemment, ont un rôle important à jouer là-dedans, mais pas seulement, mais les pouvoirs publics, même pour réguler les plateformes. Vous avez peut-être entendu parler, enfin, vous avez forcément entendu parler du règlement général de protection des données. Il ne faut pas hésiter à toujours chercher, quand on va sur Internet, la petite case je refuse les cookies. Voilà, vous avez le droit. Il y a toujours une petite case, il faut la chercher. Des fois, elle est bien cachée. Il est obligatoire qu'elle y soit. Et puis, l'Europe est en train de préparer d'autres règlements pour nous protéger, pour protéger nos enfants, pour protéger notre consommation. Mais il n'y a pas que les pouvoirs publics, il y a les fabricants de jeux et de réseaux sociaux, voilà, qui contournent toutes les préconisations gouvernementales pour nous rendre dépendants. Et puis bien sûr, il y a les mesures éducatives, hein, l'institution scolaire qui, jusqu'à maintenant, peine à prendre la taille de ses responsabilités. Et puis les parents auxquels on va consacrer encore quelques minutes avant que je vous laisse la parole. Les parents, eh bien, ils ont fort à faire. Voilà, ils ont fort à faire, mais encore une fois, ce serait beaucoup plus facile pour eux s'il y avait des activités alternatives aux écrans, encadrées, accessibles, pas trop coûteuses pour leurs revenus. Bon, à défaut, il faut faire ça. Alors, comment on va faire? Alors, certains d'entre vous qui sont peut-être allés sur le site 36912 ont vu que moi, j'aime bien faire une comparaison entre la consommation d'écran et la consommation de nourriture. Il faut comprendre que les écrans proposent à notre vue des produits aussi attractifs que les sodas hyper sucrés, les barres chocolatées sont attractifs pour nos palais. Voilà. Alors évidemment, il ne s'agit pas de sucre, il ne s'agit pas de produits trop gras, trop salés, trop sucrés à travers les écrans, mais il s'agit de produits extrêmement colorés, extrêmement mouvementés, qui nous procurent des émotions intenses, alors que souvent notre vie ne nous en procure pas autant. Et donc, du coup, avec un risque d'y revenir, et surtout pour les jeunes enfants, encore plus pour les jeunes enfants qui n'ont pas acquis le contrôle des impulsions, y revenir, y revenir, y revenir. Donc, ça nécessite évidemment de cadrer le temps d'écran. Alors, est-ce que le fait que certaines personnes y reviennent, ça relève de ce qu'on appelle une addiction? Alors, ça, vous savez qu'il n'y a pas, le mot addiction n'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé que dans le cas des jeux vidéo. Il n'y a pas d'addiction au smartphone, il n'y a pas d'addiction à Internet, il n'y a pas d'addiction aux écrans, il faut le répéter. Rien ne vous empêche de le dire, mais bon, ça n'a pas d'existence pour la communauté scientifique. Vous pouvez dire que la Terre est plate si vous voulez, mais enfin, voilà, chacun pense et dit ce qu'il veut, mais enfin, il faut quand même rappeler que ça n'a pas d'existence scientifiquement vérifiée. Voilà. Et donc, il y a en revanche une addiction aux jeux vidéo, mais l'Organisation mondiale de la santé n'a jamais dit si elle s'appliquait qu'aux adultes ou si elle s'appliquait aux enfants. Tous les experts attendent une indication là-dessus. Les enfants à partir de quel âge? 14 ans, 16 ans, 18 ans, 10 ans, on ne sait pas. Voilà, donc là, il y a un vide. Et puis, addiction aux écrans, de jeux vidéo, addiction aux jeux vidéo, la condition est quand même
assez exigeante, puisque ça suppose que la personne soit désocialisée ou déscolarisée depuis plus de 12 mois, ce qui heureusement est assez rare. Donc, on parle plutôt pour des gens qui sont scotchés aux écrans d'habitudes comportementales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris la mauvaise habitude d'y aller tout le temps. Mais il y a une différence majeure avec l'addiction, c'est que on n'est pas, on peut, si on est privé de son outil, on ne va pas être obligé d'être hospitalisé parce qu'on fait une crise de sevrage, hein. Et puis d'autre part, quand l'outil est réintroduit, on peut l'utiliser de manière raisonnable. Donc, le mot d'addiction, même dans le cas de la définition de l'OMS, doit être relativisé par la gravité des situations pour lesquelles l'OMS elle-même réserve ce mot. Alors donc pour l'enfant petit, comment est-ce qu'on va faire? Pour l'enfant petit, ben, si on se réfère aux des conseils issus de la nourriture, on va pouvoir dire, par exemple, ben, on ne met pas de beefsteak et de frites dans le biberon, et ben, on ne va pas mettre l'enfant devant la télé. Alors, pas de beefsteak, pas de frites dans le biberon, ça ne veut pas dire que le beefsteak et les frites sont toxiques, hein, c'est très bon. Tout le monde en mange, voilà, et on est bien content quand on en mange. Mais en revanche, le bébé ne le digère pas, on n'en met pas dans le biberon. Bon, de la même manière, la télé, bon, les séries télé, les dessins animés, les animés, tout, quoi, voilà, c'est formidable. Pendant le numérique, on était content de pouvoir consommer des écrans. Mais en revanche, le bébé, lui, ne les digère pas. Donc, il n'a pas le système psychique pour les digérer. Donc, on ne le met pas devant la télé. Voilà. Alors, les autres outils numériques, les outils numériques interactifs, oui, mais toujours en usage accompagné sur des périodes courtes. Alors ensuite, l'enfant grandit, on suppose qu'il est tenu à l'écart des écrans jusqu'à 3 ans. Alors, ceci dit, si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas trop non plus, puisque je vois régulièrement des dames, ce sont en général des femmes, hein, qui vivent tout seules avec un enfant, qui me disent je vais chercher mon enfant à la crèche, je rentre chez moi en courant, enfin je sors de mon boulot, je fais les courses, je vais chercher mon môme à la crèche ou je vais chercher mon enfant à la crèche, je fais les courses après, je rentre à la maison en courant et j'ai besoin d'un moment pour moi. Bon, ben, bien sûr. Et ces dames me disent est-ce que est-ce que je dois me culpabiliser de mettre mon enfant devant un écran? Ben, je dis non, simplement si vous le mettez 1 heure devant un écran ou une demi-heure, c'est quand même mieux, et bien prenez ensuite une demi-heure ou 1 heure pour avoir une activité avec lui. N'oubliez jamais que le problème, ce n'est pas l'écran. Le problème, ce n'est pas l'écran. C'est le défaut de relation humaine. Vous pouvez laisser un enfant des heures devant un écran. Si vous pouvez laisser 3 heures, si après vous avez, enfin pas 3 heures, enfin 2 ans, mais si après vous avez 3 heures d'activité avec lui, d'aller promener, de faire du chant, de faire un jeu de société, eh bien, hein, vous rattrapez en termes de présence humaine, de chaleur, de communication, euh, ce que votre enfant n'aura pas pu cultiver pendant son temps d'écran. Voilà, il faut viser la culture de la relation et il ne faut pas viser l'enlèvement des écrans de la vie de l'enfant. Si on cultive la vie sociale avec nos enfants, eh bien, les écrans en deviennent beaucoup moins importants. Mais si on ne cultive pas la vie sociale des enfants, ben, chacun se réfugie devant son écran. Voilà, donc évitons la télé pour les moins de 3 ans, mais les activités sur des temps courts, en accompagné, ou bien, si on ne peut pas faire autrement, compenser le temps pendant lequel l'enfant est laissé devant l'écran par une autre activité qui va favoriser, développer sa sociabilité, qui va satisfaire son appétence de relations humaines. Voilà. Donc ensuite, quand l'enfant, à partir de 3 ans, ben, on lui ménage un temps d'écran, et on va lui fixer un temps d'écran un petit peu, vous savez, comme sur la logique, là encore, de la nourriture. On mange à heure fixe, on ne grignote pas avant le repas, on ne prend pas du chocolat ou un biscuit une demi-heure avant de manger. En principe, on mange à heure fixe, et quand on mange, eh ben, chacun a une assiette, on ne mange pas avec les doigts. Voilà, on a des rituels de socialisation, on ne se sert pas en premier, on, on a un couteau, une fourchette en principe, ou une cuillère, voilà. Et donc, socialiser l'enfant dans la prise d'écran, exactement comme il est socialisé dans la prise de nourriture. Donc, ça veut dire que quand il a 3 ans, on va lui fixer un temps d'écran. Voilà, maintenant tu es grand, tu vas avoir une demi-heure ou 1 heure d'écran par jour. Et ce temps d'écran,
eh bien, il va être, par exemple, à 6 heures du soir ou à 7 heures du soir, c'est-à-dire tous les jours à la même heure. Pourquoi? Pour apprendre à l'enfant à attendre. C'est apprendre à attendre, c'est la première marche sur la voie de l'apprentissage, de l'autorégulation, la capacité de retarder une activité parce qu'on sait qu'on en a d'autres plus importantes à faire avant. Voilà, retarder le divertissement parce qu'on a un travail à faire avant, mais ça commence comme ça. Donc, un temps d'écran, on choisit évidemment des programmes de qualité avec l'enfant, c'est des programmes adaptés à son âge. Voilà, quand on est totalement ignorant des programmes pour enfants, on essaie de prendre des programmes adaptés à son âge, mais il y a aussi beaucoup de journaux, de revues féminines, de quotidiens qui parlent des programmes pour enfants. Donc, on peut y jeter un œil, ça donne une petite idée, en parler à son travail, à des collègues. Voilà. Donc, une portion d'écran tous les jours, à heure fixe, avec un choix de programme et plutôt des programmes diversifiés, c'est-à-dire peut-être, si vous pouvez, un peu de jeux vidéo, un peu de films, un peu de dessins animés, voilà, et puis des écrans partagés, parce qu'on peut aussi prendre un petit moment pour regarder un programme avec un enfant. Donc ça, de 3 à 6 ans. À partir de 6 ans, il y a des activités numériques créatives. Avant 6 ans, il n'y en a pas. Donc, profitons-en à partir de 6 ans, activités numériques créatives, et notamment offrir à l'enfant, vers 6-7 ans, un appareil photo numérique pour qu'il puisse faire ses propres images. C'est très, très important qu'il devienne acteur de ses propres images. Voilà. Et puis donc l'enfant grandit, donc on arrive 6, 9, voilà. Et donc à ce moment-là, ce qui va être important, c'est de plus en plus de développer des activités d'écran partagées, parce que regardez Petit ours brun ou L'âne trop trop ou Mimi la petite souris, ça va un peu, mais au bout d'un moment, ça nous lasse. Par contre, aux alentours de 9 ans, il est possible de partager déjà beaucoup de films avec les enfants, tous les vieux comiques muets. Enfin, le confinement a permis à beaucoup de parents de retrouver le goût de vieux westerns, de vieux comiques muets, puis d'ailleurs des comiques non muets de Funès et vieux comiques français, Fernandel, etc. Sans compter évidemment les Charlie Chaplin, Harold Lloyd, etc. Donc on peut regarder avec plaisir des écrans avec les enfants et donc on est dans la logique du repas partagé. Voilà, quand on prend un repas partagé, on parle souvent de la nourriture. Eh bien, quand on prend un écran partagé, on parle de l'écran. Et puis l'enfant grandit, et là, on va aussi encourager les activités de création, par exemple Minecraft, un jeu vidéo, on construit des maisons en collaboratif. On va pouvoir encourager aussi des petits films image par image, puisqu'on peut faire des petits films image par image avec les tablettes numériques. Il y a un logiciel dessus, même si vous ne voulez pas acheter un logiciel plus sophistiqué, beaucoup de tablettes permettent de faire du film image par image. Donc, ça permet de faire marcher les Playmobil dans une petite séquence. Voilà. Et donc, c'est un petit peu comme la nourriture, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre plaisir à fabriquer soi-même. On va pas seulement consommer, on va prendre plaisir à fabriquer soi-même. Mais votre enfant, il ne se mettra pas à fabriquer lui-même si vous ne lui montrez pas, si vous ne lui donnez pas envie, si vous ne le faites pas un petit peu avec lui. Voilà, donc comme vous êtes là à m'écouter, peut-être, j'espère que vous faites partie des parents qui auront plaisir à faire des choses avec leur enfant vers 8, 9, 10, 11, 12 ans. Voilà. Et puis, évidemment, pendant cette période, on va lui parler d'Internet, voilà, de ce que j'appelle les quatre jungles d'Internet, la jungle des modèles économiques, hein, dont je vous ai parlé. On est soumis à toujours donner plus de données, il faut faire attention. La jungle des réseaux sociaux, on est soumis en fait d'y rester toujours plus longtemps, d'adhérer à un groupe, de répéter ce que dit le groupe pour avoir l'impression de ne pas être tout seul, voilà, jusqu'à s'enfermer complètement dans une vision du monde qu'on a l'impression de partager avec le monde entier, alors on partage qu'avec un petit groupe en réalité. Et puis la jungle, bien sûr, de la pornographie, mais plus généralement des modèles sexuels contraignants véhiculés par le cinéma, et puis la jungle de l'information en continu et des fake news. Pardon. Voilà, et donc ensuite l'enfant continue à grandir et puis il va peut-être vouloir les outils numériques dans sa chambre. Continuez à penser nourriture. Si votre enfant vous disait que j'ai un réfrigérateur dans sa chambre, parce que dans le réfrigérateur de sa chambre, il aura toujours du Coca-Cola bien frais et puis peut-être des pâtes à la bolognaise si tout d'un coup la nuit il a faim. Ben non, vous lui direz non, il y a un réfrigérateur dans la maison, voilà, tu y as accès comme tout le monde, mais tu n'as pas un réfrigérateur dans ta chambre. Donc, essayez de retarder le moment où l'enfant
aura un outil numérique à demeure utilisable la nuit. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas avoir un ordinateur ou son smartphone. Il faut couper le Wi-Fi, faire en sorte qu'il ne puisse pas la nuit aller pendant que vous dormez, vous regardez je ne sais quel programme à votre insu et du coup le lendemain être trop fatigué pour aller à l'école ou au moins pour y suivre les cours. Donc voilà, donc un petit peu par tranche d'âge, mais rappelez-vous les balises 3, 6, 9, 12. Hein, surtout, elles sont calées sur trois grands principes qui sont l'alternance d'activités avec ou sans écran, l'accompagnement hein, par les parents à tout âge, comme on vient de le voir, et puis l'apprentissage d'autorégulation, capacité d'autorégulation, comme on vient de le voir, puisque les ados n'ont que donc vers 20-25 ans la capacité d'autorégulation, donc il faut continuer à les tenir, à les briefer, etc. Alors dernière chose, hein, finalement, si on retient de tout ça une ou deux choses, on va retenir quoi? Ben, première chose, ça va être de prendre le repas du soir sans télévision, ni smartphone, ni téléphone mobile, interdiction d'y toucher. Pourquoi? Pour en faire un moment d'échange. Pourquoi c'est si important de faire du repas du soir un moment d'échange? Parce que souvent, c'est le seul moment d'échange possible, voilà, avec les enfants, et que si votre enfant n'a pas l'impression que c'est un moment consacré à pouvoir se dire ce qu'on a envie de se dire, le jour où peut-être il sera victime de cyberharcèlement, il ne verra pas sur quelle fenêtre temporelle vous en parlez. Donc, si vous avez l'habitude pendant le repas de parler de choses et d'autres, voilà, je ne sais pas moi, du temps qu'il fait, ce qu'on va faire le week-end, du dernier film que vos enfants ont vu, dont ils ont entendu parler, etc. Donc, l'important, c'est pas ce qu'on va se dire. L'important, c'est que si le repas du soir est institué comme un moment d'échange, le jour où l'enfant aura quelque chose à dire, il va savoir que ce moment-là, il peut l'utiliser. Et puis le deuxième conseil, s'il faut en donner deux, le deuxième, après le fait de prendre le repas du soir sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette, voilà. Le deuxième conseil, après celui-là, c'est de ne pas permettre à votre enfant d'emmener son téléphone mobile la nuit dans sa chambre. Achetez-lui un réveil. Et achetez-vous un réveil à vous aussi, parce que si vous dites à votre enfant, tu n'emmènes pas ton téléphone mobile avec toi dans ta chambre la nuit, eh bien, il va vous répondre, et toi, pourquoi tu le fais? Donc non, vous ne le faites pas vous-même, vous achetez un réveil et vous achetez même un réveil quand votre enfant vient au monde, comme ça, c'est une habitude. Et chaque fois que votre enfant dit ah ben un jour j'aurai un téléphone mobile, vous lui dites oui, c'est vrai, un jour tu auras un téléphone mobile. Et quand tu en auras un, tu vois, tu feras comme ton papa, tu feras comme ta maman. Tous les soirs, tu le laisseras sur la table du petit déjeuner ou dans un rack où il va se recharger pendant la nuit. Voilà. Donc, évitez que l'enfant emmène son téléphone mobile dans la nuit parce que, je terminerai par là, le grand problème sur lequel tous les experts se mettent d'accord, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il y a un problème sur lequel ils sont d'accord sur tout, c'est que les écrans sont les ennemis du sommeil. Les écrans sont les ennemis du sommeil parce qu'ils nous font coucher trop tard, et puis parce que la lumière bleue des LED perturbe la petite hormone, enfin l'hormone qu'on appelle la mélatonine, pourquoi je dis petite, la mélatonine, voilà, et la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, et du coup ça nous donne même un sommeil de moins bonne qualité. Donc, éviter absolument le téléphone la nuit dans la chambre pour préserver la qualité de sommeil de nos enfants. Voilà, parce que cette qualité de sommeil, c'est les dégrader. Ça n'entraîne pas seulement des problèmes de chute de l'attention, de chute de la concentration, de mauvais résultats scolaires, mais le sommeil perturbé, ça entraîne aussi des problèmes relationnels, de l'irritabilité, de la malbouffe, voilà, des tas de choses très problématiques pour l'enfant. Voilà, donc rapidement évoquer les grands changements et quelques conseils, mais vous pourrez trouver beaucoup plus de choses sur le site 36912.org ou dans les ouvrages que j'ai écrits. Merci de votre attention, puis on a un petit peu de temps pour les questions. Bien, Serge Tisseron, un grand merci pour cette belle intervention qui nous parle à tous en tant que parents. En tant que parents, alors, en tant que parents, justement, alors je rappelle juste à nos auditeurs, vous pouvez bien sûr, par le biais du chat uniquement, en évitant d'allumer les micros et caméras, de poser des questions et d'interagir directement avec Serge Tisseron. Mais alors, justement, en tant que parents, on a parfois des enfants d'âges différents, hein, c'est assez courant dans les fratries. Comment on peut arriver à gérer les écrans, justement, face à cette différence d'âge? Puisque vous parliez que pour chaque âge, vraiment, on doit adapter. Est-ce que les enfants sont en capacité de comprendre qu'il y a de telles règles pour tel âge, de telles règles pour d'autres âges? Est-ce que vous pouvez nous conseiller un petit peu dans ce domaine?
Oui, alors ils sont tout à fait capables de comprendre qu'à chaque âge, on n'a pas le même rythme scolaire, on n'a pas les mêmes activités, on ne lance pas le ballon aussi loin. Voilà. Donc les enfants, ça, ils peuvent le comprendre. Après, la grande difficulté, c'est pour les parents de permettre aux enfants d'avoir accès à des écrans de nature différente. Si vous avez un enfant de 12 ans et un enfant de 3 ans, 4 ans, évidemment, ils ne vont pas regarder le même écran. Bon, sauf quand vous regardez avec eux un vieux de Funès, un vieux Fernandel ou un animé japonais. Et encore, non, un animé japonais, non. Et voilà. Donc, et puis, si vous regardez un vieux de Funès ou Fernandel, il faut arrêter des fois pour pouvoir lui expliquer au plus petit. Le problème, c'est si l'ado, le préado tient à son programme. Alors, heureusement, dans beaucoup de familles, mais hélas pas dans toutes, il y a plusieurs pièces. Voilà, il y a une ou deux, il y a une chambre pour l'enfant ou pour les enfants, il y a une chambre pour les parents, il y a la cuisine, il y a la pièce de télévision, voilà, le salon, quoi. Et donc, du coup, on peut exploiter ces différentes pièces. Et puis, souvent, dans beaucoup de familles aussi, il y a l'écran de télévision, voilà, qui est toujours présent. Mais souvent, les parents ont au moins un ordinateur portable, et même des fois deux. Ou alors l'ado a déjà son ordinateur portable. Et donc on va jouer là-dessus, c'est-à-dire que l'un des enfants va être, ou deux enfants vont être devant la télé, ou devant un jeu vidéo utilisant l'écran de la télé, avec une console de jeu. Et puis un enfant plus petit ou un enfant beaucoup plus grand va être devant un ordinateur portable à regarder un dessin animé de Walt Disney ou s'il est ado, une série trash. Voilà. Et donc, on joue comme ça sur les outils numériques. Et parce que beaucoup de familles, vous savez, en ont beaucoup. Et puis, n'oubliez pas que même aujourd'hui, certaines personnes regardent des films et des séries sur leur smartphone, notamment le cas des ados. Donc, ça permet très bien de gérer des âges différents en utilisant les pièces de l'appartement et les outils numériques. Évidemment, il ne faut pas vivre à quatre dans la même pièce, mais encore une fois, les disparités sociales sont un problème terrible par rapport à la gestion des écrans. Alors, vous avez fait référence au début de vos interventions, donc de cette évolution de 36912 avec le plus. Pourquoi ce plus a-t-il été ajouté? Vous avez fait des constats très particuliers qui nécessitent de rajouter, donc, après 12 ans, ce plus, où il y a Oui, vraiment un marquage. oui, ben plus parce qu'un certain nombre de gens m'ont dit, notamment des collègues, vous savez, qui m'ont dit, ah ben Serge, ça ne va pas du tout les 3, 6, 9, 12 parce que il ne faut pas s'arrêter à 12 ans. Ben, j'ai dit, mais je ne m'arrête jamais, je ne me suis jamais arrêté à 12 ans, mais je me suis dit, s'ils le disent, c'est que il y a une faille. Voilà, ils ont l'impression que c'est 0,3 et puis après, pouf, on s'arrête à 12. Non, on ne s'arrête pas à 12, c'est ça qu'on a décidé de mettre le plus, un petit clin d'œil, mais aussi pour une autre raison, celle que j'ai évoquée, c'est toutes les recherches qui montrent que quand les parents sont sur leur smartphone, en même temps qu'ils interagissent avec leur enfant, ils provoquent à leur insu des troubles qui peuvent être graves chez leur enfant. Et donc, du coup, on est obligé maintenant non seulement de prendre en compte la manière dont les parents gèrent la consommation d'écran de leurs enfants, mais aussi la manière dont les parents gèrent leur propre consommation d'écran, pas seulement pour donner le bon exemple, hein, mais aussi parce qu'avec les enfants petits, un parent sur un écran, ça a des conséquences délétères sur le développement de l'enfant d'entre 0 et 3 ans. Alors, et aussi en tant que parent, de manière à avoir un sentiment de contrôle aussi, lorsqu'on autorise nos enfants à aller sur les réseaux sociaux, à ouvrir un compte, et on devient ami finalement de nos propres enfants, amis sur Facebook. Alors maintenant, c'est plutôt Instagram, TikTok. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Y a-t-il du voyeurisme au fait de justement porter un regard, même si l'enfant est au courant, bien sûr, sur ce que va produire et publier l'enfant? Ou est-ce que c'est véritablement une mesure de sécurité qui est inévitable? Alors, vous savez, quand un enfant n'a pas envie que ses parents sachent ce qu'il fait, il trouve toujours le moyen de le faire sans que les parents le sachent. Toujours, toujours, toujours. Et il y a eu des études là-dessus et il a été montré que plus les parents veulent surveiller leur enfant à son insu, et chaque fois l'enfant s'en aperçoit, et plus l'enfant multiplie les précautions pour que ses parents ne sachent pas vraiment ce qu'il fait, même si les parents croient savoir ce qu'il fait.
Et donc, du coup, de tels enfants développent ce qu'on appelle des profils de l'ombre, c'est-à-dire ils apprennent à devenir cachotiers, en d'autres termes. Il y a toujours eu des enfants cachotiers avant l'invention des outils numériques. Maintenant, il y a les cachotiers sur les outils numériques pour éviter que leurs parents les pistent. Et puis, c'est un autre inconvénient de vouloir surveiller nos enfants à notre insu, c'est par exemple regarder leur historique de navigation. C'est que si on trouve quelque chose qui nous choque, comment est-ce qu'on va leur dire? On va quand même pas pouvoir leur dire, tu sais, j'ai toujours relu dans ton dos ton historique de navigation et j'ai lu que je viens de dire quelque chose qui m'inquiète. C'est affreux. L'enfant va dire, mais enfin, tu as toujours regardé mon historique de navigation, tu ne m'as jamais rien dit. Et puis, comment voulez-vous que le parent fasse autrement? Il ne peut pas dire, mon petit doigt m'a dit que tu regardes tel site, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai reçu en psychothérapie des parents sans leur enfant, des parents qui venaient me voir en disant, voilà, on a découvert que notre fils allait consulter des sites alors, à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, des sites homosexuels, donc pour des parents que ça choque, qui ne pouvaient pas envisager ça. Maintenant, ça s'est banalisé, mais il n'y a pas si longtemps. Et donc, les parents disaient, mais dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je leur disais, vous auriez dû venir me voir avant, je vous aurais dit qu'il fallait jamais, jamais, jamais regarder l'historique de navigation de votre enfant, parce que voulez-vous faire maintenant? Vous ne pouvez quand même pas lui dire que vous l'avez toujours surveillé à son insu. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est développer la communication. Ça, j'insiste beaucoup sur le fait, le soir, de discuter. Et puis, je dis, sans téléphone mobile, mais ça n'empêche pas, à la fin du repas, si votre enfant a envie de vous montrer un YouTuber, un truc drôle, ou si vous avez envie de lui montrer un truc drôle, ça n'empêche pas que vous le lui montriez ou qu'il vous le montre. Voilà. Grâce au téléphone mobile, on peut se permettre non seulement de raconter ce qu'on a vu d'amusant, mais même de le montrer. Mais c'est comme ça qu'on peut savoir, c'est la meilleure manière de savoir ce que font nos enfants, c'est de développer cette culture de l'échange, cette culture de la communication, qui est non seulement, qui non seulement leur donne le sentiment que nous leur faisons confiance. Or, c'est très important qu'un enfant ait l'impression que ses parents lui font confiance et que ses enseignants lui font confiance. Tout ça, c'est la même enveloppe. Ben voilà, il faut que nos enfants grandissent avec le sentiment que leurs proches leur font confiance, sinon leur vie en est beaucoup compliquée. Et puis, c'est important aussi pour les parents de leur côté parce que leurs enfants vont leur faire découvrir des tas de choses. Si un enfant, tout d'un coup, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, avec des copains, on a regardé tel youtubeur. Ben, si vous ne suivez pas votre enfant, légitimement, peut-être vous ne connaissez pas le youtubeur, et vous dites, mais qui c'est? Montre-moi et tout. Et donc, cette curiosité, non seulement montre à l'enfant que vous ne le pistez pas, mais en plus, cette curiosité va vous faire découvrir des choses. Et il ne faut pas oublier que la culture des jeunes d'aujourd'hui, c'est la culture des adultes de demain, hein. Je veux dire, ceux qui écoutaient Johnny Hallyday il y a 40 ans, ils ne se sont pas mis à danser le tango quand ils avaient 50 ans. Ils ont continué à rester fans de Johnny Hallyday. Et donc, la culture des jeunes aujourd'hui, les animés, les mangas, les youtubeurs, c'est la culture des jeunes, des adultes de demain, que nos enfants deviendront. Et donc, si on ne veut pas être has-been, puisque la longévité augmente, hein, voilà, on vit de plus en plus vieux, ben, ça veut dire qu'il faut suivre le mouvement. Et on a tout à y gagner. Alors, vous avez fait référence tout à l'heure justement aux politiques, une attente de la part des politiques. Quelle serait la loi ou les décisions qui feraient rêver Serge Tisseron en termes justement de vigilance par rapport à l'usage des écrans auprès des enfants? Qu'est-ce que vous attendez justement des politiques à ce niveau-là? Ah ben, beaucoup, d'abord au niveau européen, de légiférer, parce que le mondial, ce n'est pas possible, donc au moins au niveau européen, de légiférer sur les plateformes, obliger les plateformes à réguler les contenus. Regardez ce qui se passe sur Twitter, quand même, c'est dément, quoi, voilà. Et donc, légiférer obliger les plateformes à réguler les contenus, et puis développer l'éducation numérique quand même, parce que c'est le serpent de mer, hein, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais c'est toujours relégué à plus tard. Voilà, alors, c'est jamais le bon moment. Il faut faire du français et des mathématiques. Voilà, c'est très bien. Les mathématiques, c'est super bien. Le français, il faut quand même savoir qu'on est déjà le pays du monde qui a le plus de leçons dans la langue nationale. Voilà, là, en français, en Finlande, les enfants parlent très très bien le finlandais, mais ils ont beaucoup moins d'heures de cours de finlandais que ce que nous on a des cours de français. Il faut dire que la langue française est compliquée, mais il ne faut pas non plus en rajouter en voulant que tout le monde la parle parfaitement, hein, voilà, et que tout le monde connaisse tous les auteurs français, tous les enfants, c'est absurde. Donc, développer le numérique, parce que la communication,
elle ne passe pas seulement par la langue, elle passe aussi par l'utilisation de ces outils qui, encore une fois, imposent leurs propres contraintes. Et si on ne connaît pas la grammaire d'Internet, on risque de ne pas être compris. C'est ça qu'il faudrait que les politiques comprennent. Voilà, donc la régulation européenne, l'éducation aux images, et puis surtout, surtout, comme je l'ai dit, j'attends beaucoup de la politique de la ville. J'attends beaucoup de la politique de la ville. Quand je vois des ministres dire, ça y est, on va s'occuper des écrans, ce n'est pas leur rôle. Le rôle, c'est le rôle des politiques locales, de s'occuper des écrans. S'il y a des activités alternatives, ben, il y aura beaucoup moins de conflits autour de la gestion des écrans. On pourra dire à l'enfant, écoute, tu es inscrit à tel endroit, où est-ce que tu as envie d'aller, du théâtre et tout. Les parents, si c'est indexé comme la cantine, la plupart pourront payer, et tous les enfants n'iront pas, mais beaucoup d'enfants iront, parce que vous savez, les enfants, ils rêvent de retrouver leurs copains quand même. Ça a été la grande surprise de beaucoup d'enseignants qui pensaient pendant le confinement que les enfants n'allaient pas pouvoir se retrouver dès que les cours de récréation étaient ouvertes. Oh, les enfants, les enseignants ont dit, mais c'est pas possible qu'ils sont contents, ils attendaient que ça. Mais bien sûr qu'ils attendaient que ça. Encore faut-il qu'il y ait un espace et un espace encadré par des adultes. Et justement, on parle d'éducation numérique. Quelle vision vous avez de l'arrivée des tablettes numériques à l'école maintenant depuis plusieurs années, à l'école et au collège? Est-ce que c'est véritablement opportun? Quel regard vous avez sur ces pratiques et sur ces usages? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que, avant même de discuter du bien fondé des tablettes, l'opération a été politique, elle n'a jamais été éducative. Voilà. Il y avait l'idée de soutenir des entreprises françaises de tablettes, bon, qui étaient tellement merdiques que finalement personne n'en a voulu. Mais enfin, l'idée au départ, quand même, c'était de soutenir ce fabricant de tablettes français. Voilà. Puis finalement, des régions ont dit, mais on veut bien acheter des tablettes comme nous conseille le gouvernement, mais pas celle-là, voilà, pas celle-là, on veut choisir les nôtres, voilà. Donc du coup, ça a provoqué beaucoup de tablettes Apple dans les établissements scolaires. Alors après, le grand problème, c'est que la tablette, c'est utile pour certaines activités, c'est pas du tout utile pour d'autres. Et puis, ça peut être aussi utile pour certains élèves d'une classe et pas utile pour des élèves d'une autre classe. Je vous donne un exemple, on n'a pas trop de temps. Il a été montré clairement que lorsqu'un enfant maîtrise bien la langue française, eh bien, il est aidé par la lecture sur tablette, alors que quand un enfant ne maîtrise pas bien la lecture du français, il est handicapé par la lecture sur tablette. Ce qui veut dire qu'il faudrait dans les classes qu'il y ait des enfants qui aient la tablette et d'autres qui ne l'aient pas. Mais ce n'est pas possible. Quand vous avez 28, 30 enfants dans une classe, aucun enseignant ne peut faire ça. Donc c'est ça le problème des tablettes. C'est que ça serait beaucoup plus efficace par petits groupes, en travaux dirigés, en tenant compte de ceux qui en bénéficient, des matières où ils peuvent en bénéficier. Il y a des travaux maintenant qui montrent qu'on peut en bénéficier dans certains domaines et pas dans d'autres. Certains enfants peuvent en bénéficier et pas d'autres. Le problème, c'est que sur le terrain, tout ça est très difficilement gérable parce qu'un enseignant a sa classe de 28, quand ce n'est pas 31, et puis il a tablette pour tout le monde ou tablette pour personne. Voilà. Donc, à mon avis, surtout, ce qui fait défaut, c'est la culture qui permettrait à des enfants d'utiliser bien les tablettes, parce que la tablette, ça sert à quoi? Ça sert aussi à interagir. Je suis sur mon cahier, je peux écrire et lire, ou sur mon livre, je lis. J'ai une tablette, je peux aussi interagir avec mon voisin. Moi, je suis au premier rang de la classe, mon voisin qui est au dernier rang. Si j'ai envie d'interagir avec lui, je peux interagir avec lui via la tablette. Or, dans la mesure où les enseignants boudent quand même beaucoup encore le développement des activités collaboratives, il faut dire qu'ils ne sont pas du tout encouragés par la hiérarchie, pas du tout, du tout, et bien du coup, comment dire, la formidable opportunité que représentent les tablettes, qui est le collaboratif, pouvoir créer ensemble, ça n'est absolument pas exploité. Voilà. Donc, il y a un énorme enjeu d'un bon usage des tablettes dans le cadre scolaire, et ce bon enjeu passe par la formation des enseignants. Alors, là aussi, c'est un serpent de mer, on en parle depuis je ne sais combien de temps. Le ministre actuel vient de relancer la question de formation continue des enseignants. Bon, ben, c'est bien, mais on dirait qu'il a inventé ça. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Ça coûte très cher, la formation continue. Ça suppose que les gens ne font pas de formation continue pendant 3 jours, mais qu'ils en font tous les 3 mois ou tous les 6 mois, parce qu'il faut aussi des retours d'expérience. C'est très compliqué, c'est très coûteux. Mais en tout cas, il faut absolument former les enseignants à l'usage des outils numériques, mais au-delà de l'usage des outils numériques, à l'usage des nouvelles pratiques, des pratiques collaboratives
qui sont aidés par les outils numériques, mais qui, même sans outils numériques, doivent diffuser dans le système scolaire, parce que c'est comme ça que fonctionnent les entreprises, c'est comme ça que fonctionnent tous les gens qui veulent créer, qui veulent inventer, qui veulent innover. Personne ne crée, n'invente, n'innove tout seul. Steve Jobs n'était pas tout seul dans son garage, voilà, c'est toujours un petit groupe, au moins deux, voilà. Et donc c'est ça, vous voyez, l'enjeu des tablettes, ça dépasse considérablement les tablettes, c'est vraiment la priorité de l'enseignement. Est-ce qu'on va faire des enfants qui travaillent mieux chacun dans leur coin ou des enfants qui apprennent à travailler ensemble? C'est ça la question principale des tablettes, mais ça dépasse les tablettes. Alors, dernière question, Serge Tisseron, de là où vous êtes, avec tous les travaux que vous avez menés, justement, entre autres, hein, dans ce domaine de l'audiovisuel, puisque vous avez réalisé beaucoup de travaux et de recherches aussi qui ont été des commandes du ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, aussi en tant que thérapeute. Aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste, vous êtes plutôt inquiet, ou vous restez ce bienveillant observateur, finalement, de ce monde connecté? Ah non, je ne suis pas un observateur. D'ailleurs, vous voyez, je suis ici ce soir. Et puis, non, j'ai régulièrement, j'étais à DGESCO il y a une semaine. Non, non, il faut que les choses bougent. Et bon, il faut pas se décourager. C'est pas parce qu'elles bougent lentement qu'il faut se décourager. Il faut aller au charbon, aller au charbon, aller au charbon. Ceci dit, le problème, c'est que la conjoncture internationale se prête de moins en moins à investir de l'argent dans l'éducation nationale, parce que voilà, je sais pas. Et puis, beaucoup d'enseignants ont de la difficulté à suivre la culture des jeunes. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, qu'ils comprennent que la pédagogie, c'est aussi être à l'écoute de ce qui intéresse les jeunes. Moi, je dis toujours, ne faites pas demander aux enfants de vous parler de leurs mangas, de leur parler de leurs animés, faites-leur créer des fake news, voilà, faites-leur faire des choses qui vont leur permettre de développer la langue française, parce qu'ils seront obligés de bien s'exprimer, d'être bien compris, et puis s'ils font des fautes graves, l'enseignant peut le rattraper gentiment, voilà. Mais les inviter à faire des choses qui les intéressent, qui les motivent. Comme on dit, beaucoup d'enfants sont totalement démotivés par l'école. C'est plus leur monde, voilà. Et c'est pas de la formation permanente sur des méthodes pédagogiques qui va vraiment changer les choses. Ce qu'il faut, c'est un intérêt des enseignants pour la nouvelle culture. Mais ça, il faudrait que les ministères s'en préoccupent. Bon, alors, là, regardez, il y a eu le pass jeune, par exemple, ça c'est très très bien. Pour que les jeunes puissent s'intéresser à leur propre culture, acheter des livres de leur culture et pas des livres de la culture de leurs grands-parents, ça c'est très bien. Donc voilà, il y a des choses bien qui se font et puis il y a beaucoup d'enseignants qui innovent, même s'ils ne sont pas reconnus par leur hiérarchie, même s'ils n'ont pas pignon sur rue. Il y a beaucoup de tentatives locales qui ne sont pas suffisamment fédérées, qui ne sont pas suffisamment soutenues par les inspections d'académie. Mais il y a quand même, ça bouge un peu de partout, mais je regrette que les instances académiques ne soutiennent pas plus, pas mieux, plus efficacement ce foisonnement d'expériences et de tentatives qu'on peut observer quand on va localement sur le terrain. Alors, rappelons donc c'est que les repères 36912, c'est aussi un site internet, hein, 36912.org, qui propose notamment des sensibilisations, hein, des journées de formation, Oui, on a plein de choses. voilà, dans les établissements scolaires et des campagnes de communication, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. On a des affiches en accès libre, voilà, et des flyers en accès libre. Tout ce que nous avons créé est totalement en accès libre, beaucoup de vidéos en accès libre. La seule obligation, c'est de dire où vous l'avez pris. Voilà, quand vous l'utilisez, vous renvoyez à 36912 plus, voilà, .org. Voilà, mais tout est en accès libre. Et puis, en effet, on organise des sensibilisations. On organise des formations de ce qu'on appelle des ambassadeurs du numérique, 3 jours dans l'année, avec un suivi sur l'année. On intervient dans les institutions, beaucoup, sur une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours à la demande. Voilà. Tout est possible, on forme des équipes, voilà. Et tout ça avec l'idée de faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui retroussent leurs manches pour changer les relations que nous avons avec les écrans.
Et puis, je fais aussi référence à deux ouvrages qui traitent de notre sujet évoqué avec vous aujourd'hui. 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, qui est paru en 2017 chez RS, et Le guide de survie pour accro aux écrans, paru en 2015 chez Nathan, totalement adapté pour la lecture faite par les adolescents, hein. Un grand succès, le guide de survie. Ah ben, Non, non, mais vraiment, et j'en suis ah ben, c'est très intéressant. fier, si je peux me permettre, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que l'équipe d'édition Nathan m'a vraiment cassé les pieds, comme c'est pas possible, pour que ce soit pédagogique, amusant, ludique, drôle, etc. Et ils m'ont beaucoup cassé les pieds. Ils ont eu bien raison. Et le résultat, je trouve, et les ados qui le lisent sont enchantés. Et ils donnent des leçons à leurs parents. Après, c'est très bien. Et puis citons vos deux derniers ouvrages, Vivre dans les nouveaux mondes virtuels, concilier empathie et numérique, qui est Oui, sorti en août 2012, hein, chez Duno. Vous voulez nous en dire un mot? ça vient de sortir. Oui, alors il y a quelques blogs que j'ai écrits, puisque je tiens un blog sur mon site sergetisseron.com, pas sur 36912, sur mon site personnel sergetisseron.com. Donc il y a des blogs et puis les commentaires, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, voilà, puisque je fais des blogs depuis 20 ans sur les mondes numériques, donc beaucoup de choses ont changé. Puis il y en a qui n'ont pas changé non plus, malgré les apparences, voilà. Et donc le fil rouge, eh bien, c'est l'empathie, c'est-à-dire ben, ce souci que nous avons des autres et cette attention que nous avons à des points de vue différents du nôtre. Et puis voilà, il y a le déni, alors lui qui est un livre où une partie seulement est consacrée au numérique, puisque je l'ai dit, le numérique nous enferme, mais tout le livre n'est pas consacré au numérique. Il y a beaucoup de choses, notamment sur la période du confinement et sur la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, c'est une manière de prendre le numérique par un autre point de vue, c'est-à-dire comme un élément parmi d'autres d'une question beaucoup plus large qui est la question du déni. On est dans un monde du déni, hein. On est dans un monde du déni maintenant. Donc, voilà, un livre qui fait le point là-dessus. Eh bien, un grand merci, Serge Tisseron, d'avoir passé ce moment avec nous. On est vraiment très, très honorés d'avoir pu vous accueillir. Je vous rappelle que ce webinaire, l'Instant Parent, est en ligne sur Facebook, Canopée de l'Académie de Corse. D'ailleurs, c'est souvent là, en asynchrone, que l'on retrouve un grand nombre de personnes qui vont regarder ensuite nos webinaires, et nous en sommes aussi très honorés. Vous pourrez aussi donc retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube Canopée de Corse, comme tous nos webinaires, l'Instant Parent, donc l'échange que nous venons d'avoir avec Serge Tisseron. Et puis notre prochain rendez-vous, c'est le 7 février avec une psychologue locale, Marie-Paul Dezanti, qui représentera la PMI de la collectivité de Corse et qui nous parlera, Monsieur Tisseron, des moments clés à ne pas rater avec notre enfant autour de ses besoins ou encore de sa santé. Voilà, encore un bon moment d'échange en perspective auquel vous auriez pu aussi être convié parce qu'il y a bien des sujets sur lesquels on pourrait vous inviter. Donc les inscriptions à ce webinaire sont déjà ouvertes sur réseau-canopé.fr Académie de Corse. Je remercie chaleureusement, bien sûr, d'abord Monsieur Tisseron et puis nos partenaires, la CAF, le journal Féminin Versant Corse, Corse Matin. Merci aussi à mes collègues Marc-Antoine Mar qui assure la rediffusion de ce webinaire et l'accompagnement technique, à Sarah Jossen et à Marilyn Mattei qui m'accompagnent dans la préparation des webinaires et à Fabienne Théron-Jean-Farane qui s'occupe de la communication et de tous ces beaux graphismes. Rendez-vous donc mardi 7 février avec Marie-Paul Desantes et encore 1000 fois merci Serge Tisseron pour ce moment passé avec vous. Alors je vois, il paraît, on me dit qu'il y a en toute dernière ligne droite quelques questions qui sont présentées. Voilà, merci beaucoup, des merci qui vous viennent directement, voilà, qui s'adressent à vous, Monsieur Tisseron, et encore à très bientôt et merci beaucoup. Merci, au revoir.